Ravi de vous retrouver. Bienvenue à ce grand live consacré à quelques sujets d'actualité, mais de manière ensemblière. Nous avons choisi les formuler à travers une seule thématique. État des droits, peuple d'abord. Faut-il encore compter sur cette justice congolaise? Je parle de cette justice congolaise parce que il y a beaucoup de dossiers, des libérations provisoires sous caution, semble-t-il. Aussi, voilà, des grâces présidentielles. Ça craint un peu partout, sur la ville et en dehors, au pays, en dehors du pays. Nous abordons ce sujet avec toutes les conséquences qui découlent des différentes décisions prises en justice, comme ce qui se passe au Sénat. Le feuilleton devient très intéressant, comme également ce qui se passe du côté de président de l'UNC. Chris Mukendi, à ma droite. Je vous reçois en tant qu'analyste politique. Je suis cadre et communicateur de la FDC. Justement. Voilà. Willy Wenga. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom. Wenga. Vous êtes juriste. Oui, bien sûr. Loin, vous devez avoir des couleurs politiques, mais c'est un peu plus loin des couleurs politiques. Sans couleur politique. D'accord. Et puis Claudel Chikamba, qui nous revient de Lubumbashi ou Antachi, très bien remplumé. Claudel, quelles sont vos couleurs politiques actuellement? Nous vous recevons en tant que juriste, mais vous en avez sûrement. Non, pour le moment, en tant que juriste et puis analyste politique, mais dans un proche avenir, vous allez avoir mes nouvelles couleurs politiques. Vous avez quitté Docteur Nenenkulu. Mais bien, quand nous sommes dans une démarche politique, il faut savoir s'assumer. Mais lorsque le partenaire crée un parti politique, n'associe pas ses partenaires politiques, et lorsque nous constatons que les partenaires évoluent avec un parti politique sans associer ses partenaires politiques, eh bien, nous ne pouvons que nous assumer. Elle était votre partenaire ou votre autorité morale? En fait, il faudrait dire que du moment qu'il y a eu partenaire, je veux le dire, c'est dans le sens où nous sommes en train de collaborer. Mais il faut dire quand même que quand il y a eu cette question de la scission, de la division avec l'aile Bahati Lukwebo à l'époque, les directoires politiques qui s'étaient réunis à l'époque avaient décidé de confier à Dr Néné Lungankulu la direction de la plateforme. Donc à ce jour, pas une autorité morale. À ce jour, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il y a eu la création du parti politique AFBC. Le processus de création n'a pas été consensuel et donc lorsqu'on n'est pas d'accord avec une démarche, tout ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir prendre une direction qu'on pense qui peut vous convenir avec un engagement personnel. Une direction dont on saura les noms dans les jours qui viennent. Nous donc précise Claudel Chikamba. Nawej, on dirait un loup dans la bergerie, alors que souvent il est l'habitué des Club 50. C'est pas une émission de journaliste, mais analyste politique. Pius Ngoy, vous préférez qu'on vous appelle Pius Romain Roland. Ça me rappelle la littérature française étudiée au secondaire. Non, je me sens à l'aise avec tous ces noms. Pius On m'appelle Romain Pius, Roland. J'accepte. On m'appelle Ngoy, j'accepte. On m'appelle Romain Roland, j'accepte. Ce sont mes noms. Monsieur Ngoy, bienvenue. Merci, merci, cher au club. Pas 50, ça fait débat. Ça fait débat. On ouvre ce débat justement avec Claudel Chikamba. Claudel, dites-nous concrètement, l'état des droits prôné par l'UDPS et aujourd'hui aux affaires, qui a l'impérium. Et le peuple d'abord, qui est le slogan, on peut dire la vision de feu Étienne Tshisekedi, qui est en train d'être pérennisé par son fils aux affaires, président de la République. Est-ce qu'il faut encore compter avec cette justice, avec les feuilletons comme on les vit? Le président avait déploré la corruption
Hier, c'était la journée pour commémorer la lutte contre la corruption. Alors, ce qui se passe dans la justice, est-ce qu'il y a encore droit d'espérer? La justice a, de manière étymologique, toujours un rôle à quadruple fonction à jouer. Il s'agit notamment de résoudre les conflits dans la société, de restaurer la paix sociale, de protéger les plus faibles, mais aussi de pouvoir punir les comportements interdits que peuvent développer certains citoyens. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on considère ce qui se passe, nous pouvons toujours, sans peur d'être contredits, dire d'abord que la justice, d'une certaine manière, peut s'adresser à tout le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que la justice peut, bien éventuellement, que ce soit dans la phase préjuridictionnelle, envoyer des invitations, convoquer toutes les personnalités, quel que soit leur rang aujourd'hui. Donc on a vu des ministres en exercice lorsqu'ils ont violé les règles de leur fonction, en se retrouvant à l'étranger sans notamment d'ordre de mission, ou bien soit pour une raison ou une autre. L'exemple de M. Willy Bakonga qui ont été interpellés et même jugés et même mis en prison. Et donc, il pourrait y avoir, bien entendu, des balbutiements. Il pourrait y avoir, bien entendu, des petits moments de doute, mais il faudrait quand même dire aujourd'hui, sans pouvoir être contredit, qu'il y a quand même eu beaucoup d'avancées. Il faut quand même dire aujourd'hui que les gens ont quand même peur de pouvoir être convoqués parce que dans les minutes qui suivent, les effets, plutôt les éléments étrangers au corps judiciaire ne pourraient pas être rassurés, ne pourraient pas intervenir. Il en va de soi même que le président de la République, lui-même le magistrat suprême, dit tout simplement qu'il ne peut pas influer sur la justice et qu'il laisse la justice suivre son cours normal. Lorsque vous regardez même les dossiers qui aujourd'hui sont en examen, que ce soit les dossiers Kamere, que ce soit les dossiers Matata, que ce soit les dossiers Willy Bakonga, vous regardez, vous constaterez que d'une certaine manière ou d'une autre, la justice a eu quand même à poser des actes et que les actes de la justice ont eu le temps d'être exprimés et laissés à l'appréciation de la société. Et donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas, c'est vrai, donner 10 sur 10 à la justice congolaise, mais nous pouvons d'une certaine manière quand même saluer l'élan d'une justice qui est en train de se reprendre au fur et à mesure et qui est en train de remplir les 4 rôles dont j'ai parlé en liminaire de mon intervention. Voilà, c'est la première prise de parole. Je prends Pusungoy. Dites-nous, Bakonga libéré, mais en cavale, alors qu'il est libéré sous la grâce présidentielle, si nous pouvons le dire ainsi en français, terre à terre. Et puis, Kamere, libération provisoire par la Cour des cassations. Et puis, voilà, les millions, eux, on n'en parle pas. Est-ce que ça a été confisqué, donc saisi? Et puis, il y a Bakonga. Bakonga, oui, on disait tout à l'heure, donc il est introuvable alors qu'il est libéré. On dit que Jamal, bientôt aussi libéré sous, comment on appelle ça, libération conditionnelle. Sous libération provisoire ou conditionnelle. Il n'y a que le jeune Massaro qui va rester en prison. On ne connaîtra pas encore, on ne connaît pas encore son sort. Est-ce qu'il a été jugé? Alors finalement, là, à la cité, certaines personnes commencent à dire, bon, dans ce pays, vous pouvez tout faire parce que l'issue, on pouvait revenir, être applaudi. Ce que c'est normal. Dans l'affaire des 100 jours, pratiquement tous sont en train d'être libérés. Merci Fabien. Je suis vraiment estomaqué de constater le comportement de notre justice. Et je n'ai plus foi en notre justice. Excusez-moi de le dire, j'assume mes responsabilités. Je n'ai plus foi en cette justice, puisqu'elle est cruelle pour les uns, elle est accommodante pour les autres. Vous avez parlé d'une grâce présidentielle, terre à terre, et que Willy Bakonga serait en cavale. Je me pose la question, comment serait-il en cavale, lui qui a été gracié? Et son nom figure sur la liste, c'est le premier nom de ceux qui ont été condamnés par la Cour de cassation. C'est le premier nom de Willy Bakonga. Le deuxième nom, c'est son fils, alors que son fils n'a pas été gracié. Son fils avait purgé la peine le 6 mois. Mais pour rappel, Willy Bakonga avait été envoyé en prison par un tweet mensonger de Georges Kapiamba, qui avait dit qu'il avait traversé avec 2 millions de dollars. Vérification faite, ça n'a jamais été le cas. Bref, il a été en prison.
condamnés pour 36 mois. Et le chef de l'État, le 30 juin, annonce qu'il y aura grâce présidentielle. Le 28 juillet, l'ordonnance avait été lue sur les ondes de la radio nationale. Je suppose qu'entre juillet et novembre, pendant qu'on a commencé à libérer, il y a eu des commissions qui ont siégé. Soit le Conseil supérieur de la magistrature, les membres de la Cour de cassation, les membres du ministère de la Justice. Est-ce que tous ces mondes-là n'avaient pas vu les noms de Willy Bakonga pour que la ministre vienne dire... On ne va pas individualiser. Alors, est-ce que le peuple se retrouve dans, non, le peuple, dans cette justice qui est rendue en son nom parce qu'il est la priorité, ce peuple, selon la vision de l'UDPS? Non, le peuple ne se retrouve pas. Vous dites qu'il n'y a pas seulement que Vital Kamerhe. Vous parlez du procès 100 jours. Et nous avions appris que ce sont des millions qui sont sortis, plus de 400 millions. Mais Vital était poursuivi pour 53 millions. Et il y a les DG de l'OVD, il y a les DG de Sokok qui sont sortis, alors que ceux qui ont des faits bénins restent encore en prison. Je parle du cas de mon ami Barnabé, qui n'a pas tué le chef de l'État. Pour dire Akoli Ambouma, juste une exclamation, en prison. Vous avez Henri Magie qui réclame ce que Fayoulou dit matin, midi, soir. Il se retrouve en prison. Vous avez Jacques Ndala qui a dit tout simplement que nous allons remettre les mémos au chef de l'État. Il est en prison. Vous avez posé la question de Daniel Massaro. Ça fait plus de 450 jours. Le jeune garçon qui est en prison n'est pas présenté devant son juge. Je parle sous contrôle de Maître Willy Wenga. Si cela est faisable, et je pense que vous allez me donner une réponse convaincante. Votre première prise de parole. Bienvenue d'abord dans Ça fait débat. Merci beaucoup Fabien, merci à tous les amis qui sont avec nous sur le plateau. Je pense que lorsqu'on parle de la justice, je vais fournir un effort de ne pas être l'avocat de la justice, mais l'analyse de la justice. Et vous savez, la justice, c'est un fait social. La justice, c'est un fait politique au même moment. Parce que la justice fait partie de la politique de la gouvernance. La justice fait partie de souhaits de la population. Mais il y a quelque chose que chaque fois que j'interviens, peut-être ailleurs, que je rappelle toujours, c'est qu'au même moment que la justice est là, au même moment que la justice est là pour essayer un peu de restaurer les équilibres rompus par le comportement de nos concitoyens, cette justice qui est consacrée par nos instruments juridiques, que la Constitution, que les textes appropriés, a à son sein et dans les textes des mécanismes qui ne sont pas portés à la connaissance de nos concitoyens. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que celui qui commettait l'infraction sera puni, peut-être cela est porté de manière sommaire à la connaissance de notre population, le peuple d'abord, dont on parle tout à l'heure, mais trop peu savent ce qui est contenu maintenant dans le processus de la consommation de cette justice. Lorsqu'on parle de condamnation, lorsqu'on parle de libération, lorsqu'on parle de grâce présidentielle, trop peu savent comment se passe une grâce présidentielle, qui en sont bénéficiaires, à quel moment on peut en bénéficier. Trop peu savent combien de temps on peut faire dans une détention préventive. On vient de parler ici des camps Massaro. Trop peu savent qu'une fois qu'une personne a été condamnée, ça dépend aussi des infractions, il peut bénéficier d'une mise en liberté provisoire une fois qu'il n'est pas encore condamné définitivement ou une fois qu'il n'y a pas encore une voie de recours. Trop peu savent aussi qu'une fois qu'on a été condamné au dernier degré, il n'y a plus de voie de recours, il y a la possibilité d'être libéré conditionnellement. Parce que Fabien, je dois vous avouer qu'à un certain moment, on ne sait pas distinguer la libération provisoire de la libération conditionnelle. Parce que ça se ressemble, et de telle sorte qu'on ne sait pas entre les co-prévenus ou les co-condamnés qui peuvent bénéficier de la grâce, qui peuvent bénéficier de la libération provisoire, qui peuvent bénéficier de la libération conditionnelle. Et l'ignorance de cette panoplie de mécanismes post-justice. Parce que le mécanisme de libération ne sont plus les mécanismes de la justice.
mais le mécanisme du pénitentiaire. Parce que ça aussi, les gens ne savent pas faire la démarcation entre ce qui est justice et ce qui est pénitentiaire. Parce qu'une fois que la personne est condamnée, on a terminé sa condamnation, on n'a plus à le juger ou à le rejuger. Mais on commence à examiner les mécanismes qui peuvent faire à ce qu'il reste pour autant qu'il a été condamné en prison ou qu'il quitte avant qu'il n'ait terminé sa condamnation. Et c'est comme ça que le législateur a créé des mécanismes qui doivent être portés à la connaissance de notre peuple. Lorsqu'on parle de la libération provisoire, c'est une réponse à un droit fondamental qui est la liberté. La détention étant une exception. Et que lorsqu'une personne est poursuivie, il est présumé innocente. Et jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement coulé en force des choses jugées. Vous allez constater que dans ce que nous avons devant nous comme des cas, il y a ceux-là qui ont été condamnés, mais dans l'exercice de leur voie de recours, se sont mis en dehors de la force de jugement coulé en force des choses jugées. Parce qu'il y a par exemple le pourvoi en cassation. Il y a ceux-là qui ont été définitivement condamnés au premier et dernier ressort et qui bénéficient de la grâce présidentielle parce que la Constitution reconnaît au chef de l'État, magistrat suprême, le pouvoir d'accorder la grâce ou de commuer la peine. C'est-à-dire, le président de la République a le pouvoir de dire très bien, tu as été condamné à mort, votre peine devient une peine à perpétuité. Tu as été condamné à perpétuité, j'ai commis ça à 20 ans. Mais alors, tout ça, ce sont des mécanismes légaux, constitutionnels, consacrés par la loi. Et c'est lorsqu'on recourt à ce mécanisme-là, notre peuple qui n'est pas informé de ce mécanisme-là peut crier au scandale. Mais il n'est pas exclu que dans l'application de ce mécanisme, qu'il y ait aussi quelques cas de subjectivité. Voilà. Merci pour le volet, l'approche pédagogique pour les téléspectateurs. Willy Wenga, c'est très important pour tempérer un peu. Nous allons laisser Massaro poursuivre justement sa détention. L'homme d'Mbouma manger les vungoulés et tant d'autres. Nous prenons des cas emblématiques. Mais avant la deuxième prise des paroles, Chris Mukendi, au-delà, vous êtes politique. Est-ce que cette sorte de relâchement, cette sorte d'humanisme que commence à revêtir la justice congolaise, les cours et tribunaux, vis-à-vis de certains Congolais, est-ce que ce n'est pas une opération de séduction du pouvoir béton, pouvoir Fachi, vis-à-vis des partenaires potentiels incontournables en prévision de 2023? Nous faisons une analyse apprivoisée. Merci beaucoup Fabien pour l'invitation. Je crois que je suis entouré d'éminents juristes ici. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Maître Willy Wenga parce qu'il a déjà posé les décors. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, c'est que la justice fait partie aussi de la politique. La politique que le président de la République veut imprimer en rapport avec la justice, c'est quelle politique? Je crois que lorsque le président de la République battait campagne en 2018 et lorsque les Congolais sont allés voter le 30 décembre 2018, les Congolais ont voté pour deux choses. Les Congolais ont voté pour la rupture avec le passé. Les Congolais ont voté pour le changement. Donc, dès lors que les Congolais sont allés voter la rupture et le changement, il est clair que la politique que le président de la République ou son gouvernement veut imprimer doit effectivement être une politique de rupture avec le passé. Rupture avec la culture de l'impunité. Nous avons vécu, nous tous, dans ces pays, nous savons comment notre justice a fonctionné pendant le régime de M. Kabila. Il faut relever aujourd'hui qu'avec l'avènement de Tshisekedi, cette justice qui a été ligotée pendant cette période-là a connu, je voudrais dire, cette justice a été déliée. Mais nous constatons dans son fonctionnement que la circulation du sang n'a pas encore bien pris.
Et voilà pourquoi nous constatons parfois ce qui peut paraître au vu de la population comme une relaxation, comme une sorte de retour, un retour à la case de départ. Mais cela a été expliqué par Maître Willy-Wenga, ça fait partie aussi de la méconnaissance de la loi ou de pratiques judiciaires. Lorsqu'on relaxe quelqu'un qui a été jugé pour détournement, alors que la personne, conformément aux lois de la République, sollicite une demande de mise en liberté provisoire et que cela lui est accordé en conformité avec la loi, il est clair que le regard que la population a sur les dossiers soit un regard de manque de confiance. Ils disent, mais finalement, c'est le même régime que nous avons combattu, c'est le même régime qui revient. Est-ce que c'est aujourd'hui Félix Tshisekedi dans la peau de Kabila? Et les gens se posent des questions. C'est là que je dis, il faut aller au-delà de cette appréhension du Congolais lambda qui ne connaît pas la loi. Donc je pense que nous qui sommes l'élite, nous devrions apporter de la lumière à notre population pour leur dire, oui, effectivement... il n'y a pas là une opération de séduction des partenaires, des alliés en prévision de 2023 là. Je connais pas les motivations. Le peuple se retrouve dans tous ces principes judiciaires, des bureaux. Est-ce que le peuple se retrouve avec des procès tapageux et dans la caisse? Je n'entre pas dans... je ne suis pas juriste. Je n'entre pas dans la profondeur de ces sujets en rapport avec le mécanisme qui fait que certains soient relâchés, d'autres soient encore retenus. Mais je dis que la politique, c'est aussi l'art des séductions. Hein? Je ne voudrais pas dire que le président de la République est en train de jouer à la séduction, mais je note au-delà de ce qui se passe, le président garde le pouvoir que lui confère la Constitution en rapport avec, par exemple, le fait qu'il accorde la mesure de grâce à certains condamnés. Mais il faut aussi noter que notre justice ne peut pas directement être liée à la politique au nom de la séparation des pouvoirs. Voilà. Chris Mukendi, merci. Deuxième prise de parole. Je relance le débat. Nous prenons des cas emblématiques. Matata, les immunités levées sur demande du procureur général près la Cour constitutionnelle. Et il est devant le juge. Et la suite, vous la connaissez, le non-lieu. Nous prenons seulement ce cas, parce que Boukangalonzo, il semble aussi que la Cour, sur le plan de la forme, s'est déclarée incompétente. Les immunités, c'était pour le cas de la zarianisation. Alors, Claudel Tshikamba dit nous, honnêtement, est-ce qu'en ce moment, Bahati est en complicité avec le président, plutôt le procureur général de la Cour Cans, pour pouvoir retarder le recouvrement, je ne sais pas si ça peut se dire ainsi, des immunités du sénateur Matata? Il y a un débat qui s'est fait, un débat de la forme, parce que pour l'honorable Bahati Lukwebo, tous les avocats savent que lorsqu'un dossier concernant un client est classé sans suite, il faut écrire au procureur de la juridiction pour solliciter ce qu'on appelle la suite réservée au dossier. Qui doit écrire? Ce sont généralement la partie la plus diligente. Généralement, ce sont les avocats du client qui a été poursuivi, qui écrivent et on écrit et on leur donne un document qui peut faire foi qu'il y a eu réellement un classement sans suite. Et dans le dossier de Matata Pognon, ce qu'il faudra noter, c'est qu'à la troisième audience, le procureur général, près la juridiction qui suivait dans le dossier, a demandé que Matata Pognon ne soit plus sous mandat d'arrêt provisoire et que la mise en résidence surveillée soit levée. Et cela a été, selon une certaine opinion, interprété comme étant un classement sans suite. Alors qu'un classement sans suite doit s'opérer sur base d'un document, et c'est le document que le sénateur Bahati Lukwebo est en train de demander. Mais n'empêche que le Sénat,
par souci de solidarité avec un collègue sénateur qui est poursuivi quand même pour des faits qui l'empêchent de dormir chez lui à la maison, peut aussi écrire au même procureur en lui disant, par exemple, vous nous avez saisi pour une levée des immunités, nous avons levé les immunités, mais nous apprenons par le collègue sénateur que le dossier a été classé sans suite. Qu'en est-il exactement? C'est aussi une démarche qui peut aussi être entreprise. Mais je voudrais quand même rentrer à un élément très important. Une démarche légale, une démarche administrative justifiée par le droit administratif? Une démarche administrative normale, parce qu'ils ont été saisis par voie administrative pour qu'ils puissent lever les immunités, et donc par voie administrative, il peut revenir vers le procureur général pour lui dire est-ce que réellement vous avez classé sans suite le dossier zaïrianisation. Mais je voudrais quand même rentrer sur un élément important. Lorsque j'ai pris la parole pour la première fois, j'ai parlé des rôles que doit jouer la justice. Parmi les éléments, les 4 éléments que j'évoquais, c'est notamment la restauration de la paix sociale. Vous savez que les dossiers zaïrianisation et les dossiers Bukangalonzo, les 2 dossiers pour lesquels le sénateur Matata Ponyo est poursuivi, sont des dossiers qui ont porté gravement atteinte à la paix sociale, dans la mesure où il s'agit quand même d'un dossier Bukangalonzo de 280 millions de dollars américains, et les dossiers zaïrianisation, c'est 110 millions de dollars américains plus 25 millions d'euros. Donc, lorsque vous faites la sommation pour le dossier Bukangalonzo, on suppose que c'est seulement 80 millions de dollars américains qui ont été utilisés et 200 millions qui sont portés disparus. Et pour le dossier zaïrianisation, on dit que les bénéficiaires n'ont jamais eu cet argent. Ça veut dire que vous avez autour de plus ou moins 350 quelques millions de dollars américains qui n'ont jamais été utilisés. Et donc aujourd'hui, au-delà du débat de forme qui semble aujourd'hui aller vers l'indécence, parce que lorsque les Congolais veulent savoir où sont partis ces millions de dollars qui pouvaient servir à créer des compagnies d'aviation, aujourd'hui, si vous montez dans l'avion, vous retrouvez, ce sont des Kenyans qui sont là, qui pilotent les avions, qui sont en train de servir à manger aux Congolais parce que les avions sont en leasing. Et pourtant, on pouvait utiliser cet argent-là utilement. Et donc aujourd'hui, on pouvait créer des écoles, on pouvait réhabiliter les hôpitaux, on pouvait même construire des hôpitaux, même construire d'autres structures dont les Congolais ont besoin aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, il est important... C'est la raison de ce peuple d'abord, État des droits, peuple d'abord. Justement, donc il est grand temps aujourd'hui que les politiques sortent du verbiage. Le débat entre le sénateur Bahati Lukwebo, le président du Sénat, et Matata Ponyo sur la levée ou non des immunités, sur le recouvrement ou non, si ça peut se dire ainsi, des immunités, n'est pas un débat qui intéresse les Congolais. Les Congolais veulent savoir aujourd'hui où sont partis ces millions de dollars américains. C'est ça le débat qui intéresse les Congolais aujourd'hui, parce que les Congolais veulent savoir si l'argent doit rentrer au trésor. On a parlé ici du dossier concernant le procès 100 jours. L'affaire Kamere, qui a défrayé la chronique, c'est sur les 65 millions de dollars américains des maisons préfabriquées. Mais c'est 400 millions de dollars américains qui sont sortis. Le débat sur les 340 millions ou bien 330 millions de dollars se fera quand exactement? Donc la justice, aujourd'hui, est mise en mal sur cette question. Le président de la République, vous avez suivi, il a donné des ordres clairs au Premier ministre pour éviter ce qui s'est passé avec le procès 100 jours. Il a dit, vous avez lancé un autre programme de développement à la base des 145 territoires. Il faudrait que vous fassiez évaluation et suivi en même temps que l'exécution est en train de se faire pour éviter que les gens empochent l'argent, envoient l'argent dans l'immobilier et pour après, à part des mécanismes, merci, on peut justifier Claudel, le timing. Beaucoup d'experts soutiennent que le projet ou le programme de développement à la base, à travers les 145 territoires, ils souhaitent que ce programme soit piloté de la base au sommet et non de la primature au village. Ne peut venir que de la primature. L'impulsion vient, mais il faut donner de l'argent là-bas pour qu'ils apprennent à gérer aussi. Plus Roland, vous qui... Plus Ngoy, dites-nous à ce niveau-là, comment le Sénat, la Chambre des sages, peut-elle, surtout son bureau, peut-il être en complicité avec la haute juridiction pour pouvoir freiner la reprise ou le recouvrement des immunités d'un sénateur? Merci, cher confrère. Moi, je ne parlerai pas comme un juriste, mais je parle comme un simple Congolais qui fait la narration des faits. Et nous avons suivi pas à pas
les dossiers de Matata Ponyo. Et il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé sur le pont. Et il n'y a pas eu sincérité dans ces dossiers. Il faut qu'on se le dise. Il y a eu 2 dossiers pour 4 réquisitoires. 2 dossiers. Le premier dossier, c'est le dossier Bukangalonzo, pour lequel la commission spéciale a été mise en place au Sénat. 22 sénateurs ont été conviés dans cette commission, ont entendu Matata Ponyo sur cette question. Les résultats de cette commission ont été soumis à l'appréciation de l'auguste plénière. Et l'auguste plénière, sur base d'un vote, a rejeté la demande du procureur. 49 voix contre 46. Le cours d'histoire va nous bouffer du temps. On connaît. Non. C'était le bureau qui avait beaucoup de Congolais ne le savent pas. Les gens suivent les médias. Ne vous en faites pas. Je vous dis, beaucoup de Congolais ne le savent pas. Le contournement, c'est que les dossiers Bukangalonzo, pour lesquels le Sénat a refusé de livrer Matata, a été contourné dans les dossiers à réalisation, pour lesquels on lui a levé les immunités. Et dans ces dossiers, le procureur a prouvé noir sur blanc que Matata n'y était pour rien. Toutes les preuves de paiement lui ont été brandies et le procureur se serait excusé auprès de Matata, selon sa version des faits. Se serait excusé et Matata aurait demandé au procureur, puisque le réquisitoire était lu devant la chambre haute, qu'il vienne s'excuser en pleine séance, puisqu'il a dit qu'il a détourné 140 millions d'effectifs. Mais regardez, de cette question de la zarénisation pour laquelle on lui a enlevé les immunités parlementaires et que les preuves ont été brandies qui n'est pour rien, qu'on tourne pour l'amener à la Cour constitutionnelle dans le premier dossier qui avait été rejeté. Et c'est là où maintenant la Cour s'est déclarée incompétente du fait des articles, je pense, 164. Vous hasardez pas, vous hasardez pas sur le terrain des articles. Parlez comme... Non. J'ai lu la Constitution puisque la Cour et les juges naturels, la Cour constitutionnelle et les juges du président de la République et du Premier ministre. La conséquence, c'est que s'ils sont reconnus coupables, ils seront déchus de leurs fonctions. Alors, Matata, entendu comme ancien Premier ministre... Le non-lieu, nous sommes au niveau des organisations. Le non-lieu, la question... Le non-lieu, est-ce que le Sénat, le bureau du Sénat, doit être réel, doit être absolument informé par la juridiction, la haute juridiction? Le bureau du Sénat a été informé. D'abord, les procès, c'était en direct. Tout le monde savait déjà que la Cour s'est déclarée incompétente le 2 décembre. Ça, c'est pour le dossier de... Nous parlons de réalisation. Mais est-ce que le bureau du Sénat doit être absolument informé par la plus haute Cour? Si le bureau du Sénat doit être informé et le Sénat, dans la solidarité avec ses membres, puisque le dossier est classé sans suite, devrait demander pour qu'on retourne les immunités à leurs collègues. Voilà. Mais la sournoiserie, c'est qu'on l'a entendu dans un autre dossier. Merci. Maître Wenga, si réellement le Sénat a été notifié, pourquoi le président du Sénat peut-il prendre les risques de dire au grand public que le bureau n'est pas notifié? Est-ce que le bureau doit être absolument notifié dans un tel cas? Non-lieu, ça signifie quoi? On revient à l'approche pédagogique. Non-lieu signifie, sur le plan de la forme et du fond, l'homme écline comme quelqu'un qui vient de purgatoire. Merci beaucoup, Fabien. Je pense qu'il y a notre ami Claudel qui avait déjà commencé sur le volet de l'explication de cette procédure-là. Je pense tout à l'heure, j'ai vu Pius qui voulait y arriver, sans y arriver. Vous savez, dans lui, il y a beaucoup
beaucoup de personnes à la fois, journalistes et politiciens. Bon, nous qui sommes indépendants dans l'esprit et dans la manière de voir les choses, tout doit partir de quoi? Tout doit partir du problème lui-même. D'abord, le principe qui est posé par la Constitution, comment sont poursuivis les sénateurs, comment sont poursuivis les députés nationaux. Et cela est clair à travers la Constitution de la République et à travers les règlements d'ordre intérieur des deux chambres. Et lorsque le procureur général de la Cour constitutionnelle estime qu'il veut poursuivre Matata Ponyo comme ancien Premier ministre, dans sa première démarche et dans le dossier de Bukanga Lonzo, le procureur général saisit l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est ça l'obligation constitutionnelle et réglementaire. Lorsqu'on veut poursuivre un Premier ministre, dès lors, là je reviens, parce que le procureur général pour la Cour constitutionnelle tire sa compétence de poursuivre où? Il doit tirer la compétence de poursuivre de ces justiciables. Or, la Constitution et la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dit que la Cour constitutionnelle n'a que deux justiciables. Le président de la République et le Premier ministre en fonction. Ainsi que leurs complices et leurs co-auteurs. Et lorsque le procureur général de la Cour constitutionnelle commence ses démarches au fin de poursuivre d'abord Matata, certainement il s'est dit que je suis en train de poursuivre un Premier ministre, mais qui n'est pas en fonction. Mais le procureur général de la Cour constitutionnelle, lui, dans son analyse, il estime, interprétant l'article 164 de la Constitution, qui a donné lieu à la poursuite par rapport à des situations. Parce que la Constitution dit, le Premier ministre, pour les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion. À l'occasion signifie quoi? Et c'est ça l'interprétation qui pose problème aujourd'hui. Mais je dois avouer déjà que je peux parler des interprétations qui ne nous portent pas des lumières dès lors que le débat a été clos par la Cour constitutionnelle qui est la haute juridiction. C'est une jurisprudence, c'est un principe que la Cour pose. Mais ici, je voulais prendre beaucoup de temps par rapport au dossier de la zaïrianisation. Parce que moi, sur Bukanga Lonzo... Alors, sur le dossier Bukanga Lonzo... La Cour... Poursuite contre Matata, tout est verrouillé, on ne peut plus le toucher. Non, pour le dossier Bukanga Lonzo, la Cour s'est déjà prononcée. Justement, en dehors de la Cour constitutionnelle, est-ce que les poursuites sont verrouillées, on ne peut plus poursuivre Matata, ne fût-ce que par cette décision qui est intervenue sur le plan de la forme? Non, Fabien, vous devez noter une chose. D'abord, il y a un principe sacré que nul ne peut être citoyen et dire que je n'ai pas un juge pour des faits infractionnels. Chaque infraction a son juge. Et il revient aux personnes qui instruisent les dossiers de donner aux faits leur juge. Et aux juges de dire je suis compétent ou non. Allons dans la zaïrianisation. Dans la question de la zaïrianisation, et d'abord je voulais épingler un fait qui ne doit pas passer comme ça, Fabien, sur le plan de la pédagogie. C'est que ce qui n'a pas été compris, c'est que le Sénat notifie à M. le procureur général de la Cour constitutionnelle son refus de ne pas poursuivre, de ne pas autoriser la poursuite de Matata, de ne pas lever ses immunités, au motif qu'il est justiciable devant la Cour de cassation en tant que sénateur. Le Sénat, saisi par le même procureur général pour le dossier de la zaïrianisation, le bureau estime que pour cette matière-là, il peut autoriser la poursuite et lever les immunités. Mais vous allez remarquer que le procureur général, alors que le Sénat lui a refusé la levée des immunités dans le dossier Bukanga Lonzo, poursuit avec effet fixé.
Ce qui est anormal. Il fait d'une pierre deux coups. Non, mais, la fourberie. C'est la fourberie. Est-ce que c'est la fourberie? Vous comprenez un peu ça? Vous dites que c'est la fourberie. Non, il y a des termes qui sont propres à lui, les voilà. politiciens. Ouais. Moi, pour des raisons pédagogiques, je préfère que nos téléspectateurs suivent cet aspect que Matata a été amené devant la Cour constitutionnelle pour des infractions pour lesquelles le Sénat n'a jamais levé des immunités. C'est ça le problème. Et la Cour, en se déclarant incompétente, n'a parlé que de la compétence. Peut-être s'agissant des autres exceptions, la Cour arriverait à ça aussi. Donc même si la Cour se déclarait compétente, certainement il allait raconter la difficulté au niveau de la poursuite qui n'a pas été autorisée. Et là j'apprécie la sagesse même du juge de la Cour pour dire non, limitons-nous à la compétence. Voilà. Parce que si nous allons en bas, ça serait un problème. On en vient S'agissant maintenant à de la réalisation. Saisie du réquisitoire. Saisi par le réquisitoire du ministère public, les Sénats, qui étaient en vacances, je me rappelle, le bureau du Sénat se réunit et autorise les poursuites. Lève les immunités du sénateur Matata. Le dossier est envoyé à l'office de M. le procureur général pour la Cour constitutionnelle par une lettre. Et c'est en date du 5 juillet. Et le procureur général reçoit le dossier et ouvre les instructions. Ouvre les poursuites. Vous comprenez? Sur le plan du schéma, sur le plan de la procédure, il n'y a pas de reproche. Mais une question quand même. Est-ce que l'approche n'a pas été cavalière au niveau du bureau du Sénat, dont la Chambre était en vacances quand même? Non. Oui. Moi, je ne peux pas aller dans des considérations d'ordre sentimental. Moi, je pose des questions. Dès lors que le règlement d'ordre intérieur, la Constitution elle-même, le règlement d'ordre intérieur dit expressement que c'est la plénière du Sénat qui autorise. Mais lorsque le Sénat est en vacances, en dehors de session, c'est le bureau qui autorise. Eh bien, on arrive à ce que vous avez appelé, vous ou dans votre jargon, non-lieu. Non-lieu, c'est quoi? Matata Blanchi, les 110 millions, ça a été dépensé de manière orthodoxe. Fabien, il faut faire très attention avec la procédure judiciaire. C'est lui qui accuse Matata, c'est le procureur général pour la Cour constitutionnelle. Donc c'est lui qui estime détenir des éléments de preuve contre Matata. Et d'ailleurs, ça va trop vite, parce que non seulement on l'invite, on le convoque, mais on le place sous mandat d'arrêt provisoire, ou mieux on le détient. En résidence surveillée, parce qu'un sénateur, une fois placé sous mandat d'arrêt provisoire qu'on appelle MAP, la Constitution, la loi reconnaît que la liberté, la détention préventive est transformée en résidence surveillée jusqu'à ce qu'il soit condamné par un jugement définitif. Voilà, pour faire court, nous arrivons à ce qu'on appelle non-lieu. J'y arrive bien. Oui, rapidement. J'y arrive. Oui. Et le procureur général, après instruction ou en cours d'instruction, il constate qu'il n'y a pas lieu à poursuivre Matata. Mais il le constate par quel acte? Il est dit comme ça. Peut-être à la radio, peut-être au micro, parce que le procureur général ne se prononce pas par la parole. Un procureur général ne se prononce pas par la parole. On ne peut pas dire qu'il a eu acquittement, qu'il a eu un non-lieu, parce qu'il a dit non. Et je pense tout à l'heure ici, notre ami Claudel a eu à le dire déjà dès le départ, que maintenant que le procureur général considère qu'il y a un non-lieu, signifie quoi? Qu'au bout de l'instruction, il n'a pas constaté l'infraction. C'est ça le non-lieu. Au bout de son instruction, lui, qui est accusé, il croyait détenir les pièces qui peuvent considérer la personne comme ayant commis l'infraction, mais il constate qu'il n'y a rien au dossier. Conséquence, il classe le dossier. ça signifie quoi? Il ne peut plus poursuivre Matata. Pourquoi il ne notifie pas au bureau du Sénat pour la levée des immunités? Maintenant, la question de droit et de procédure, voire même une question administrative, c'est quoi?
c'est que lorsque vous êtes poursuivi par un parquet et que vous venez d'être informé que, cher ami, il avait trop de peur que de mal. Votre dossier est classé. Ce sont des informations qu'on trouve dans le couloir. Au bureau, au secrétariat, peut-être chez l'instructeur. Il est d'une obligation professionnelle. Il est d'une obligation administrative. Pour vous, qui bénéficiez de ces non-lieux, qui bénéficiez de ces classements sans suite, de saisir l'office du procureur général pour lui demander la suite réservée. Et cette suite réservée aura comme réponse, comme il a eu non-lieu, comme il a eu classement sans suite, la réponse du procureur général doit consister à vous répondre par écrit en disant que le dossier numéro RMPCC en instruction à mon office a été classé sans suite pour des faits infractionnels non établis ou pour des preuves insuffisantes. Pourquoi les avocats de Matata ne l'ont pas fait dans le timing? Fabien, il n'y a pas de timing d'abord pour ça, Oui. d'une part. Et d'autre part, moi, je ne peux pas me mettre à la place de mes confrères. Là, vous m'avez invité, c'est pour des raisons pédagogiques. Voilà. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que je ne sais pas si, effectivement, ils l'ont fait, mais le procureur n'a pas répondu, ou ils ne l'ont pas encore fait pour que le procureur puisse répondre. Mais Il y a anguille sous roche à ce non, niveau-là. Non, il n'y a pas anguille sous roche. La question, vous l'aviez posée, et ça mérite d'être posé aux avocats. Je vous pose maintenant, du sénateur. autour de cette table, la dernière question, là, parce qu'il faut qu'on passe la parole à Chris. Bahati Lukwebo, président du bureau du Sénat, a-t-il raison d'attendre la notification de la haute juridiction, surtout du procureur général près la Cour constitutionnelle, pour pouvoir restituer à Matata Ponyo ses immunités? Fabien, et je pense que sous la vigilance de mes co-débatteurs ici, nous sommes tous d'accord que la levée des immunités du sénateur Matata a été portée à la connaissance du procureur général près la Cour constitutionnelle par un courrier. Cette décision a été prise et a été notifiée au procureur général. Il revient au procureur général. Et d'ailleurs, le procureur général ne le fait pas souvent à sa manière. Il le fait sur demande de la partie prévenue. Il revient à la partie prévenue. Parce que la levée des immunités, c'est la levée de droits. La personne qui a été privée de ses droits est en droit, et permettez la tautologie, d'aller réclamer ses droits en disant, Monsieur le procureur général, vous m'avez dit que que mon dossier a été classé sans suite, il y a eu un non-lieu, donnez-moi la suite réservée que je présente à mon bureau. Et le bureau, en réclamant cette lettre-là, moi je ne pense pas qu'il y ait exagération. À moins que, entre les sénateurs, entre eux là-bas, qu'il y ait autre chose. Mais sur ce point-là, de l'exigence de cette lettre-là, ce n'est que la voie normale. Merci Willy Wenga. Chris, vous avez pris assez de minutes parce qu'on avait besoin de cette approche pédagogique. Merci beaucoup, Fabien. Excusez-nous, ce n'est pas de l'injustice. Chris Mukendi, à la lumière de cet argumentaire apparemment massu, Bahati Lukwebo, le spectacle au Sénat, là, comme hier, apparemment, ça ne devait pas avoir lieu. Je crois qu'il était important pour le président du Sénat de procéder à une mise au point en rapport avec les dossiers Matata Ponyo, parce que, comme vous l'avez suivi, M. Matata, aujourd'hui, tire sur les bureaux du Sénat, tire sur le président du Sénat, soutenant qu'il serait de mèche avec les procureurs pour pouvoir le jouer des tours en rapport avec les dossiers pour lesquels il a été mis à la disposition de la justice. Le président du Sénat a rappelé, et j'aimerais revenir sur ce que mon ami Pius a dit ici, lorsqu'il dit que les sénateurs avaient rejeté les réquisitoires. C'est vrai, il a raison. Mais il faut aussi que notre ami retienne que le Sénat, ce n'est pas une juridiction. Le Sénat n'a pas lavé M. Matata, pas du tout.
Dire non au réquisitoire qui a été présenté au Sénat ne veut pas dire que M. Matata, vous êtes blanchi. Non, pas du tout, Pius. C'est pas ça. Dès lors que M. Matata a été devant la Cour... Mais apparemment, selon ce que vous dites, et selon ce que Matata avance comme ce que l'autre partie appelle allégation, il y a anguille sous roche. C'est comme si le bureau voulait à tout prix que Matata soit cloué. Non, non. Le président du Sénat l'a rappelé. Il n'a aucun intérêt à voir M. Matata être cloué. Hein? Il n'a aucun intérêt. Le problème, c'est que, cher Fabien, nous qui faisons la politique, nous devons être habités par la culture de la redevabilité. M. Matata, lorsqu'il s'est retrouvé à Conakry, il a été invité par la justice. De là où il était, il dit qu'il vient pour répondre à la justice de son pays. Mais il souligne déjà que c'est... la justice. Non, justement, mais il souligne en disant que c'était une justice instrumentalisée. Depuis le début, M. Matata reste sur cette affirmation que cette justice est une justice instrumentalisée. Et là, il cherche des boucs émissaires pour la gestion qu'il a eu à avoir à la tête du pays. Je crois qu'au-delà de la forme sur les dossiers Matata Pogno, il y a un responsable politique. M. Matata a conduit cette politique du gouvernement en rapport avec les dossiers Bokang Alonso. Il est clair. J'ai entendu mon ami d'en face ici rappeler que le Congolais cherche à savoir où est passé l'argent. Et il y a quelqu'un qui doit répondre à cette question. Je reviens sur... Quand c'est lui qui est habilité à demander des comptes sur le plan judiciaire, ne trouve pas comment on appelle, ne trouve pas de pouce sur la tête. Mais justement, voilà pourquoi le président du Sénat... problème. Je ne le poursuis plus. Voilà pourquoi le président du Sénat... Le président attend la notification. Le Sénat attend la notification. Parce que Matata a été mis à la disposition de la justice suite à une correspondance. Ce que le président du Sénat demande, c'est qu'on lui adresse une correspondance pour notifier que M. Matata ne peut plus être poursuivi, alors il pourra recouvrer ses immunités. Là, je reviens sur une brèche que l'expert a ouvert ici, que je voudrais un peu aborder. L'article 164 de la Constitution, en rapport avec la Cour constitutionnelle, ça dit « La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice. Dans l'exercice, ça veut dire que le Premier ministre en fonction, dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice, de leur fonction. Monsieur Wenga a ouvert une brèche ici, mais qu'il a vite balayé parce qu'il n'a pas voulu entrer dans des débats politiciens. De crainte qu'il ne remette en cause la décision de la haute cour. Le président du Sénat... Donc crainte qu'il ne remette en cause la décision de la haute cour. Dans l'intervention du président du Sénat hier, il a dit ceci. Il a dit, je parle sous l'œil des juristes qui sont présents dans la Chambre. Et il a relevé cet aspect pour dire qu'il est un des participants à la rédaction de cette Constitution. Mais il a failli tomber dans... Il va se faire dans l'interdit. Voilà, donc... il a interprété la Constitution. Moi, j'ai dit les bons sens. C'est vrai que sur le plan de la forme, on peut évoquer tout ce que nous voulons. Mais M. Wenga a dit, on ne peut pas comprendre que aucun Congolais ou la Constitution ou les lois de la République ne prévoient pas que quelqu'un puisse être... ne pas avoir un juge naturel. Monsieur Matata, même s'il est Premier ministre, ancien Premier ministre, il a un juge naturel. C'est lequel? Monsieur Wenga va nous le dire. Parce que nous sommes devant la Constitution. Donc là, je viens d'ouvrir une brèche. Oui. La Cour de cassation, en tant que sénateur, M. Matata peut aller devant cette Cour de cassation, donc, mais aussi en tant que Premier ministre. Vous nous informez que Matata sera poursuivi par la Cour de cassation? Non, moi je ne le dis pas. Je dis simplement qu'on ne peut pas... Dans n'importe quel dossier, je dis simplement qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a géré la République, pour lesquels de soupçons de détournement pèsent
ne peut pas avoir un juge naturel qui peut juger les infractions qu'il aurait commis pendant les fonctions. Dernière prise de parole à chacun, pratiquement 2 minutes. Chikamba Claudel, le peuple qui était annoncé peuple d'abord, apparemment les millions disparaissent, les juges magistrats purifient, les présumés détourneurs, et puis le peuple apparemment devient le cadet des soucis des politiques. Est-ce que, je reviens à la formulation du départ de cette thématique, on peut continuer à compter sur cette justice, du moins pour le temps qui reste de ce quinquennat? Je reviens toujours à ce que j'ai dit en liminaire de mon intervention, c'est que la justice doit répondre aux fonctions qui lui sont données, notamment punir les comportements interdits, mais aussi restaurer la paix sociale. On ne peut pas comprendre qu'on a une justice qui n'arrive pas à répondre à un questionnement. Parce que lorsque vous libérez une personne, et on sait que par mécanisme de jurisprudence, entre guillemets, on a connu dans ce pays des premiers ministres qui ont été nommés alors qu'ils étaient en liberté provisoire. C'est-à-dire que déjà qu'on est en train d'entendre de part et d'autre que les leaders de mon ami d'en face pourraient jouer des cartes dans les enjeux politiques et électoraux qui se profilent à l'horizon. Alors qu'on oublie qu'il est sous libération conditionnelle. Et donc, nous sommes dans un... Ah, vous parlez de quel leader? Je parle de Vital Kamerhe. On est en train de parler vu son poids politique, parce qu'il a un poids politique non discutable. Ouais. On dit qu'il pourrait jouer un rôle dans les enjeux politiques actuels et futurs électoraux. Et donc cette libération, elle est définitive? Non, ce n'est pas une libération. C'est une opinion qui est exploitée ici chez nous au Congo, dans la mesure où des fois ce qui n'est pas possible est rendu possible par le fait qu'on tolère même ce qui ne peut pas être toléré. Pourquoi je le dis qu'on tolère ce qui ne peut pas être toléré? Parce que dans le débat qui est sous examen, vous avez un débat par exemple du procès des 100 jours. La question concernant le procès 100 jours qui est passé à la télévision n'a porté que sur 65 millions, plus peut-être quelques millions concernant notamment la réhabilitation de la voirie de Goma. Mais les 300 millions de dollars américains qui sont portés disparus, personne ne sait quand est-ce que ça pourra rentrer dans les trésors publics. Mais je voudrais quand même dire une chose, c'est que dans la restitution des fonds qui ont été détournés, la justice a pu quand même récupérer par exemple les 35 millions qui avaient été retournés par le directeur général de la Robank à l'époque. Par exemple, les 7 millions qui ont été saisis dans les comptes de Jamal. Donc, on note quand même que la justice a une capacité à pouvoir se déployer, comme je l'ai dit au début de l'émission. Mais il faut que la justice puisse faire un effort. Pour l'affaire de Kananga, il n'a pas encore... Il faut que la justice congolaise fasse un effort pour répondre à ce que la population attend d'elle. Il ne faut pas que la justice se déploie, les millions disparaissent, on arrête les gens, quelques jours après ils sont libérés. Ça pourrait ressembler in fine à du théâtre. Et voilà. Le peuple, lui, doit serrer la ceinture. Merci Fabien. Je vais faire un peu. Votre conclusion. Si, je vais faire quelques toilettages. Je pense que Christ s'est buté à une grande difficulté. En fait, il y a eu fourberie au départ. Matata a été amené à la Cour constitutionnelle, comme notre juriste l'a dit, par un dossier qui ne le concernait pas. C'est-à-dire, on lui enlève les immunités parlementaires dans les dossiers à réalisation et on contourne, on l'amène à la Cour constitutionnelle dans les dossiers. Il y a eu tricherie. Or, la Cour constitutionnelle, dans cet aspect, le 2 a déjà envoyé la note, l'acte de notification au bureau, réceptionné le 2 décembre à 18h10. Vous avez des preuves? Je peux vous la donner. C'est pas, il est là. C'est pas vos inventions des réseaux sociaux? Non. L'acte est là. Je peux vous le montrer. Ok, voilà. Et voilà maintenant, on retourne. Il lit très mal l'article 164. Mais. Le service de courrier est ouvert à 18h. C'est ça l'acte. L'acte de notification. Mais il faut, du greffe. On peut s'atteler là-dessus d'abord pour. Du greffe. L'acte de notification du greffe. À 18h. Le 2 novembre. À 18h02. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maître Wenga, votre dernier mot. La Cour, donc on parle de cette notification reçue à 18h, donc le Sénat ne nous dit pas la vérité. Je pense que il ne faut pas confondre les choses. Si la Cour a eu à notifier au Sénat un arrêt, c'est l'arrêt sur l'incompétence. Mais il n'y a rien jusque-là
qui apporte la preuve que le procureur général a classé sans suite, ou le procureur général a écrit une lettre de classement sans suite. Je termine pour dire quoi? Comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, on pouvait nous éviter le théâtre d'hier, parce que ça ne fait pas du bien pour la population de voir nos responsables, nos institutions commencer à se chamailler comme des étudiants. Excusez-moi les termes. Dès lors qu'il est simple et ça reste simple. Merci. Maintenant que le procureur général pour la Cour constitutionnelle a classé le dossier sans suite de notre sénateur Matata, qui lui facilite la tâche en lui donnant la lettre de classement sans suite. Merci. Et en le faisant, il n'y a pas une quelconque complicité. Merci Willy Wenga. On est bousculé par le temps. Chris, un petit mot. Je crois que M. Matata devrait arrêter de tirer sur le bureau du Sénat et consulter ses avocats et saisir la Cour, si la Cour peut notifier le Sénat que M. Matata ne peut plus être poursuivi, il pourra recouvrer ses immunités. Chris Mukendi, Willy Wenga, Claudel Chikamba et plus Ngoy, je vous remercie d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. Il était notre devoir de vous éclairer sur base de tous ces avis et considérations. À très bientôt sur votre chaîne.